Bienvenue dans cet épisode de Nos 2 centimes. C'est le dernier épisode de la saison et le dernier épisode avant un bon bout de temps. Nos 2 centimes va rentrer en hibernation pour l'été, la rentrée, l'automne et on vous retrouve en 2024. Donc voilà, profitez bien de ce dernier épisode. Si vous êtes triste parce que vous aimez Nos 2 centimes, on vous encourage à aller écouter des anciens épisodes. Ils sont vachement cool aussi. Cette saison sur la sexualité a été fort intéressante et j'espère que vous avez, comme nous, eu l'occasion de cheminer sur ce sujet, de percevoir de nouvelles perspectives, de comprendre de nouvelles choses et puis d'accueillir le mystère et les questions des blessures et des choses non résolues. En tout cas, c'est ce qu'on espérait pour cette saison et nous, on a un peu vécu ça. Donc j'imagine que si vous avez écouté, vous l'avez vécu aussi. On vous laisse, du coup, je laisse la parole à Marjolaine, Marion et moi-même pour cet épisode des expertes où on continue de répondre aux questions que vous avez posées sur Slido. Je vous souhaite une bonne écoute. Mesdames, bonjour, nous voilà de retour, c'est le dernier épisode de la saison. Nous continuons les questions que vous avez posées sur Slido. Et on commence direct avec cette question, que c'est moi qui l'ai écrite, alors peut-être qu'on la comprend pas. Qu'est-ce que cela veut dire concrètement de marcher avec intégrité dans sa sexualité ? Je peux expliquer pourquoi j'ai posé cette question. Parce que on a parlé dans les épisodes précédents de purity culture. Et je trouve que donc, c'est le mouvement qui est né notamment chez les évangéliques aux États-Unis dans les années 90-2000, qui a commencé avec le concept il faut attendre avant le mariage et j'attends mon futur mari ou ma future femme avant d'avoir des relations sexuelles. Et puis après, c'est un peu parti en latte ou avec une insistance extrêmement forte sur la virginité et un rapport à l'échec dans la sexualité où on était un peu dans la condamnation quand même, comme espèce de source de carburant pour rester pur, entre guillemets, dans la sexualité. Ouais, et puis c'est allé de pair aussi avec tout le mouvement de modestie, machin là, avec les filles qui s'habillent avec des maillots de bain ultra couvrants parce qu'elles sont en puriculture et qu'elles ne veulent pas faire pécher les mecs. Donc tu as aussi tout un mouvement de fringues qui allait avec ça et c'était aussi lié à la puriculture. Tout à fait. Et du coup, moi, ma question, et je me suis beaucoup questionnée tout au long de cette saison, au vu du constat qu'on est quand même pas mal à avoir galéré ou à galérer présentement dans notre sexualité, à avoir fait ou à faire des choix avec lesquels on n'est pas forcément raccord. Et ça me questionne de dire, est-ce que c'est vraiment possible de marcher avec intégrité dans sa sexualité toute sa vie ? Tu veux dire, est-ce que c'est possible que ce soit jamais un lieu de péché ? Ouais. Je vois pas qu'est-ce qui pourrait être dans nos vies que ce soit possible que ce soit jamais un lieu de péché, mais je ne sais pas si on peut vraiment dire non, mais je pense que toute notre vie va forcément être à un moment donné un lieu de péché. Maintenant, il me semble que ce que Dieu nous appelle à vivre dans la sexualité, c'est pas forcément de jamais se planter, mais c'est d'être tout le temps en train de gérer. Je pense que le problème avec la puriculture, c'est qu'en fait, il n'y avait pas du tout l'idée de gérer sa sexualité. Il y avait juste l'idée de l'enfouir, de l'anéantir, et on culpabilise évidemment les femmes parce que c'était évidemment de la faute des femmes que s'il y avait des problèmes, les grandes tentatrices. Alors qu'en fait, il me semble que marcher dans sa sexualité avec intégrité, en étant fixé vers Dieu, en étant pur dans le sens biblique de l'Ancien Testament, ça veut dire en étant avoir un cœur pur, ça veut dire un cœur complètement branché sur Dieu et pas branché sur soi. Il me semble que ce n'est pas ne jamais se planter, ne jamais se masturber, ne jamais regarder de pornographie, être toujours dans le couple 100% d'accord sur tout, etc. Et jamais manipuler un peu l'autre pour avoir du sexe quand on sait que l'autre est moyen motivé. Je pense pas que c'est ça. Je pense que c'est être tout le temps en train de regarder à soi et d'essayer de faire des efforts, de chercher à progresser. Jamais se dire oui bah voilà tant pis c'est la vie, je me laisse aller quoi. De jamais se laisser aller et d'être tout le temps en train de travailler. Mais c'est vrai pour tout le reste que par rapport à la sexualité. C'est vrai par rapport à mon ego, c'est vrai par rapport à l'égoïsme dans les relations.
En fait, être quelqu'un qui mène une vie intègre dans ses relations, c'est pas quelqu'un qui a jamais un mot de trop, qui est toujours gentil, etc. Mais c'est quelqu'un qui, au quotidien, va lutter contre l'égoïsme et qui va tout le temps faire des efforts pour essayer d'aimer l'autre comme soi-même. Mais ça veut pas dire qu'il va jamais se planter. Ça veut juste dire qu'il va jamais cesser de faire des efforts. Et moi, je mettrais l'intégrité à ce niveau-là, pas au niveau de réussite et de perfection, mais au niveau du fait de continuer toujours à en faire un point d'attention. Et je pense que la sexualité, ça doit être un truc sur lequel on doit faire attention toute notre vie. Faire attention, ça ne veut pas dire que ça va être un combat toute ta vie, mais ça veut dire que ce sera quand même toujours un point d'attention où là-dessus, comme avec l'égoïsme, comme avec plein d'autres choses, on peut vriller très très vite, quoi. Ouais, je trouve que le terme intégrité, il est très bien choisi parce que moi, ce que j'en comprends de intégrité, c'est cette envie d'être aligné entre ce qu'on croit, ce qu'on dit, ce qu'on vit et être transparent. Aligné, c'est pas juste, bah c'est bon, je le crois, je le dis, hop, je le vis. C'est vraiment ça que je veux, c'est vraiment ça vers quoi je vais. J'ai pas peur de dire que je cache pas que ça peut être plus difficile que ce que je pense, mais c'est clair quoi. J'ai pas un discours de façade et une vie derrière. J'ai pas, enfin, il y a une espèce de d'intégrité. J'ai pas envie de dire qu'il y a une transparence parce qu'on n'est pas non plus obligé d'étaler toute notre vie à tout le monde, mais c'est il y a une cohérence. Et moi, je pense qu'on peut vivre en cohérence. Et vivre en cohérence, ça peut être parfois dire c'est un défi pour moi en ce moment ce que j'ai envie de vivre. Mais on peut vivre en cohérence. Et ça, c'est déjà, je pense que quand on arrive à vivre en cohérence, moi, je trouve que c'est déjà hyper libérateur, quoi. Après, je dirais que évidemment, c'est gérer, c'est faire des efforts nous-mêmes. Et puis, c'est aussi, franchement, demander de l'aide au Saint-Esprit, quoi, demander de l'aide à Dieu dans la gestion de tout ça. On n'a pas, comment dire, c'est comme ce que tu as dit, Marion, comme pour comment je parle aux autres, est-ce que je suis pas sûre et tout ça, c'est quelque chose qui est entre guillemets, il y a des moments où on a l'impression que c'est au-delà de nos forces et qu'on a besoin aussi du soutien de Dieu dans la façon dont on vit les choses et que c'est quelque chose sur lequel Dieu est prêt à nous soutenir. De toute façon, s'il nous invite sur un chemin, il est prêt à marcher ce chemin-là avec nous. Ouais, c'est clair. C'est une belle manière de finir cette question. Question suivante. Que penser de la cancel culture? De la culture où, pour expliquer ce mot, c'est la culture très présente sur les réseaux sociaux où quand il y a une personne qui est en faute, on décide d'ostraciser cette personne et on veut plus mentionner son nom. Son nom n'est plus mentionné. Et c'est moi qui ai écrit cette question parce que par rapport au domaine de la sexualité, ça se pose vraiment dans les églises sur les personnes qui ont fait une faute dans leur sexualité, donc par exemple qui auraient eu un adultère et qui auraient eu une aventure extra-conjugale, qui auraient couché avant le mariage, ou voilà, ou alors dans des cas encore plus difficiles à gérer où il y a eu agression sexuelle, on a on a cette tendance-là aujourd'hui très forte à mettre, à ostraciser la personne et à annuler la personne. Qu'est-ce qu'on en pense? Je pense que je peux déjà dire que moi, je n'aurais pas exactement cette définition-là de la cancel culture. Il me semble que la cancel culture, c'est vraiment l'idée de dénoncer aussi, pas juste de zapper la personne, de la dénoncer comme personne infréquentable. Mais en fait, il y a vraiment l'idée de dénonciation. Ce qu'il y a quand même pas trop dans les églises. On va arrêter de fréquenter la personne, mais on va pas faire un post à l'église en disant machine est tombée enceinte hors mariage, à partir de maintenant, on lui parle plus. Dans la cancel culture sur les réseaux, il y a vraiment l'idée de dénonciation publique, qu'on veut amener la honte sur la personne, et c'est lié au fait à l'impunité. La cancel culture, elle s'est développée notamment avec les agresseurs sexuels. Ils vont jamais aller en prison, donc en fait, on les dénonce. Il y a un compte Instagram d'Andrea Bescon où en fait elle fait que ça, elle fait que des posts noirs, blancs sur fond noir où en fait elle dénonce des gens qui ont été agressés et qui pour la plupart vont jamais passer en jugement. Mais bon, ça c'était juste une parenthèse. Il me semble que moi, je trouve que enseigner la grâce dans un contexte justement où on a tendance à juste dénoncer les personnes au moindre faux pas et aller
violer un enfant, c'est pas un moindre faux pas, hein, d'accord? C'est pas ce que je suis en train de dire, mais où des fois on a tendance à étendre cette politique de la cancel culture ou même juste, au discours quoi. Tu as eu un mot de trop, tu as été maladroit, allez hop, ça y est, tu es homophobe, tu es misogyne, tu es machin et c'est fini. Je trouve qu'enseigner la grâce, enseigner le fait que, il y a toujours moyen de changer, que ce que tu as fait et ce que tu as dit, ça ne te définit pas et c'est pas que c'est pas grave, c'est qu'en fait, il y a toujours moyen de changer. Que la grâce t'accepte comme tu es et te donne les moyens aussi de changer. Je trouve que c'est un truc, je trouve que c'est un truc hyper fort. Et par rapport à la question qui est, à mon avis, un peu différente de la cancel culture, mais d'ostraciser des personnes qui ont fait des péchés sexuels qu'on estime vraiment très graves ou j'en sais rien pour des raisons diverses et variées, on pense que c'est plus grave que ça. Moi, je suis vraiment persuadée que si on se connaît bien soi-même, à la fois on sait qu'en fait, on a nous-mêmes suffisamment de mauvaises conceptions de la sexualité et de mauvaises conceptions de ce qu'est le plaisir pour en fait arriver à faire les mêmes choses que cette autre personne. C'est juste qu'on n'a pas vécu les mêmes choses de vie, on n'a pas été dans les mêmes situations, donc on n'est pas arrivé à vivre la même chose. Si on arrive à comprendre ça et qu'on arrive vraiment à comprendre la grâce, en fait, l'ostracisation, non, l'ostracisme, pardon, l'ostracisme, ça devrait pas avoir lieu dans nos églises, quoi. Mais je pense qu'il y a plusieurs choses qui sont craignos. Déjà, je trouve que des fois, les gens vivent le péché sexuel comme un truc un peu, comme si c'était une maladie, quoi. Tu vois, avec l'espèce de blague de dire oh là là, mais euh, si jamais mon enfant il croise quelqu'un avec un avec un t-shirt LGBTQ+, pouf, il va devenir homosexuel, quoi. Ça va l'influencer. Donc on a un petit peu l'idée que si jamais on a quelqu'un qui a avorté dans l'église et tout le monde le sait, ou quelqu'un qui est homosexuel dans l'église et tout le monde le sait, et ben hop, tout d'un coup nos enfants ils vont aussi avorter, ils vont voir ce que ça se propage comme le coronavirus, tu vois, par l'air qu'on respire. Donc ça, je pense qu'il y a une fausse idée là-dessus qui fait qu'on va mettre vachement de pression à camoufler tous ces trucs-là, parce qu'on a l'impression que du coup, si on fait ça, nos enfants vont être... ça, c'est un truc que je comprends pas aussi et qui m'énerve, mais bon, peut-être que je suis pas parent, donc je peux pas vraiment concevoir le stress que tu as, que tes enfants soient influencés par ce genre de choses. Donc il y a cette idée qui est un petit peu foireuse, mais il me semble que si vraiment tu te connais toi-même et que tu comprends la grâce, il ne devrait pas y avoir de cancel culture dans les églises, quoi. Enfin, je veux dire, je vois pas comment c'est possible d'accueillir les gens comme ils sont et de leur prêcher la grâce si en fait on met les gens dans des cases et qu'on les vire, quoi. La discipline d'église, c'est une autre question. Mais le fait d'ostraciser et de juste mettre des anathèmes sur les gens, juste parce qu'ils ont vécu un truc sans avoir de regard sur leur histoire et leur repentance, moi, ça me paraît un peu gravos, quoi. Mais je suis pas sûre que ce soit la cancel culture la coupable en l'occurrence. Je pense que il y a des racines dans l'Église de séparation du monde qui ont des racines bien plus profondes de la cancel culture et qui sont aussi des résidus. Enfin, on a un peu ces résidus-là aujourd'hui. Il faut se séparer, il faut se séparer, il faut se séparer, il faut se séparer. Et donc, au moindre truc où on a l'impression que t'es pas vraiment du cru, que tu mènes pas la vie idéale que devrait mener la vie un peu du chrétien, ben on veut se séparer de toi, quoi. Et je suis pas sûre que ce soit de la faute de la cancel culture, soit en l'occurrence, qu'on vive ça dans nos églises. Je suis désolée, je pense que je suis partie dans tous les sens dans cette réponse, mais Non, c'est intéressant. Après, dans la cancel culture, moi, je le pense beaucoup par rapport, je m'y connais pas trop, hein, mais par rapport à ce qui se vit sur les réseaux sociaux, et j'ai l'impression que ça concerne souvent des personnes qui sont en vue, ou qui ont des responsabilités, ou qui ont un certain statut. J'ai pas l'impression, enfin, vous me dites si je me trompe, mais que ça concerne forcément, entre guillemets, le commun des mortels, ça concerne plus des gens en vue. Et, euh, et dans ce cas-là, si la cancel culture, c'est dire, bah, cette personne ne peut plus garder cette place-là, parce que là, je pense pas à n'importe quel type de péché sexuel, mais je pense vraiment enfin, si je pense à n'importe quel type de... Ouais, je sais pas, mais en tout cas, si cette personne, si c'est dire cette personne ne veut plus être à cette place-là, je pense à un pasteur dans l'église qui aurait fait des choses qui sont pas appropriées envers d'autres personnes dans l'église, etc., etc. Ça, quand même, pour moi, c'est important qu'on le dise, et je trouve que dans nos églises, on a parfois été mauvais avec ces questions-là, et on a beaucoup regardé avec un œil critique ce qui pouvait se faire dans l'église catholique de prêtres qui étaient déplacés, etc., à d'autres endroits. Et en fait, quand ça se passe dans dans nos rangs, on peut vite avoir envie ou tendance à vouloir cacher les choses parce qu'on n'a pas envie que l'image de l'église soit entachée, xxx raisons
qu'on peut trouver. Donc si c'est ça qu'on entend derrière cancel culture, c'est dire cette personne elle a commis telle faute, elle ne peut plus garder ce statut-là. Dans ce cas-là, moi je suis plutôt favorable, mais dans ce cas c'est pas tellement la cancel culture qui m'intéresse, c'est que on rende justice à la situation qui s'est passée et pas juste qu'on ferme les yeux, qu'on dise qu'on lui fasse grâce, etc. Ou on va régler ça que entre nous, que entre frères et sœurs dans l'église. Enfin, la transparence aussi à ce niveau-là me semble assez indispensable. Ce qui ne veut pas dire, et là je te rejoins Marion, que cette personne ne pourra pas bénéficier de la grâce, ne pourra pas continuer d'avoir... pour moi, cette personne pourra continuer d'avoir ou pourra retrouver une vraie vie communautaire, mais que ça puisse changer le statut de quelqu'un, ça par contre, ça me semble être plutôt une bonne chose. Ouais, bon, moi je suis complètement d'accord. Et ce que je disais avant sur la cancel culture comme dénonciation publique, notamment parce qu'il n'y a pas eu de justice et qu'en gros il reste que ça, quoi. La personne n'a pas été arrêtée, elle est encore ministre, elle est encore, je sais que sais-je, et il n'y a pas de problème. Il reste que ça en fait. Il reste que la dénonciation sur les réseaux sociaux. Et moi, il me semble aussi que quelque part, si même dans l'Église, on se retrouve à devoir faire de la cancel culture, on se retrouve à devoir faire un post Facebook en disant attention, telle personne, machin, 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 c'est aussi parce qu'en fait, on est dans un système où en fait l'Église a failli. L'Église a failli dans ses responsabilités de protéger les membres agressés, etc. Et du coup, qu'est-ce qui reste? Eh ben, il reste la dénonciation publique. Et c'est triste, sans doute. Mais au bout d'un moment, la cancel culture, elle est arrivée parce qu'il y avait un problème de justice à l'origine. Maintenant, c'est vrai que elle a débordé aussi un peu sur finalement, on t'affiche des fois au moindre truc. Et je pense que comme tout truc, hein, ça s'est un peu dévoyé et la version aujourd'hui, on peut prendre du recul. Mais moi, il me semble que dénoncer des abus, bah, c'est pas un problème, quoi. Il faut le faire. Maintenant, et dénoncer des abus en disant cette personne-là ne peut pas être pasteur, ne peut pas être pape, ne peut pas être je sais pas quoi, ne peut pas être ministre, ne peut pas être président du monde, parce qu'en fait c'est une personne qui a fait des actes mauvais et qui ne se repent pas, et qui fait tout pour le camoufler, etc. et qui nie tout ça, tout ça. Moi, je pense que ça c'est en effet assez sain. Maintenant, ce que je trouve moi frustrant de mon point de vue, c'est que, encore une fois, l'Église va être très forte pour condamner la femme qui va tomber enceinte alors qu'elle n'est pas encore mariée, et beaucoup moins forte pour condamner le pasteur qui a une petite tendance à garder sa main longtemps sur la cuisse des jeunes filles du groupe de jeunes, tu vois. Et qu'il y a clairement, il y a deux façons de gérer. Déjà, parce que c'est toujours plus dur de faire tomber des gens qui sont au pouvoir. C'est des modèles, ils nous ont enseigné, etc. etc. Et c'est le même système avec les ministres de l'État. Si, parce qu'il n'y a rien à faire. Le péché sexuel, on prend plus cher quand on est des filles, quoi. Enfin, je veux dire, je sais que c'est pas très populaire comme opinion, mais depuis toujours dans l'histoire de l'Église, tu prends toujours plus cher sur le péché sexuel quand tu es une femme, quoi. Et puis c'est tout. Enfin, et alors, d'où ça vient, j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une réalité aujourd'hui qui continue à être vécue, même par des gens qui n'en ont pas conscience, hein. Ils n'ont pas conscience de cette différence de traitement, mais c'est évident, quoi. Ça fait penser à... Désolée Sophie, tu vas peut-être parler, mais ça fait penser à ce passage dans Jean, quand ils amènent la femme adultère devant Jésus, quoi, et qu'elle est seule. Et en fait, si elle est adultère, forcément, c'est qu'elle avait un rapport avec quelqu'un, et l'homme, il est pas là, quoi. On l'a pas traîné devant Jésus pour lui dire qu'est-ce qu'on fait de lui, quoi. Ouais. Je trouve que par rapport à la sexualité, il y a vraiment une inégalité sur la façon dont c'est géré, et on a besoin d'être, peut-être pas de brûler nos soutiens-gorge, mais en tout cas d'être attentif à cette inégalité-là, et essayer de proposer des solutions et d'aider les gens à réaliser cette injustice et à regarder comment est-ce qu'au moins dans l'Église, en tant que chrétien, on peut essayer de limiter la casse et de limiter cette différence de traitement, quoi. Trop intéressant. Du coup, question suivante. Comment éduquer sainement les enfants à la notion de sexualité sous toutes ses formes? Sommes-nous destinés à laisser flotter le mystère de la cigogne? Moi, je dirais, franchement, j'ai pas toutes les réponses et je suis loin d'avoir encore fait l'éducation sexuelle de mes filles, hein. Elles ont 7 ans, 5 ans, 2 ans. Donc, on en est dans les prémices. Mais moi, j'aurais presque envie de dire, ça commence par une bonne éducation de ce que c'est notre corps et d'aimer et d'apprécier notre corps pour ce qu'il est, comme un cadeau de Dieu, comme quelque chose de précieux, comme quelque chose de beau,
comme quelque chose qui se respecte aussi, alors nos filles très petites, on leur a expliqué quand même que pas n'importe qui pouvait toucher leur corps, que si ça les mettait mal à l'aise, etc., etc. Mais aussi de leur dire vraiment que leur corps il est beau de en fait, on leur parle de leur corps. Nous, ça c'est notre choix. Je sais pas si c'est le bon choix, mais on leur parle de leur corps assez, comment dire, assez clairement. Nos filles, leur sexe, on a toujours dit, maintenant tu laves tes fesses, tu laves ton sexe et tout ça. Et c'était trop drôle parce qu'on était à un rendez-vous médical et le médecin, il n'osait pas dire c'était une femme. Et elle était là, je suis désolée, mais il faudrait que je regarde sa zézette. Et ça m'a presque fait rire. Je me suis dit, mais c'est complètement ridicule. Enfin bref. Et pas de souci avec ça, chacun fait comme il veut. Mais ça m'a fait sourire, quoi, parce que si, c'est très moche en plus comme terme, mais ouais. Et moi, je dirais qu'il faudrait commencer par là et puis expliquer les choses avec des mots simples. De toute façon, leurs questions, elles vont venir. Moi, Anna, quand elle m'a posé des questions sur ça, sur comment on fait les enfants, j'étais pas prête à tout lui expliquer et je lui ai expliqué, tu vois, j'ai d'abord parlé de câlins d'adultes et tout ça, mais je pense que c'est un truc aussi qui se déroule petit à petit, mais en tout cas, je pense qu'il faut rayer de la carte tous les mythos, mais je pense plus, ça c'est peut-être une des chose positive que je trouve à notre génération, c'est que je pense qu'il y a plus trop de mythos, du genre les choux, les roses, les cigognes. En même temps, faudrait pas non plus, je pense, enlever toute leur innocence et tout leur expliquer trop rapidement, mais j'ai l'impression qu'on n'est plus en train de mentir aux enfants sur ces sujets-là, et on est en train de les assumer assez simplement, et en fait, je pense qu'ils peuvent s'assumer assez simplement. Moi, ce sera certainement à développer quand elle sera un peu plus grande, mais je pense que un cas d'adulte, c'était là où elle en était par rapport à son âge et en plus pour moi c'était important de lui faire comprendre que c'était pas une affaire d'enfant encore pour l'instant pour elle. Je sais plus, c'était peut-être qu'elle avait 5 ans et demi et que ça se fait petit à petit et je pense aussi en fonction de la maturité de l'enfant, de là où il en est, de là ce qu'il est prêt à entendre. Mais de toute façon, mais ça je pense on commence aussi tous à en être conscient. Si nous on n'explique pas à nos enfants, alors ils vont vite comprendre et on va vite leur expliquer. Et ce sera de façon beaucoup plus crue, beaucoup plus cash que ce que nous on aurait dit. Donc j'ai envie de dire, allons-y assez le plus sereinement possible. Et moi, j'aimerais bien revenir sur ce que tu disais sur le fait que bah, c'est des questions que les enfants posent, comme Anna t'a posé la question. Il me semble que pour moi, le truc hyper important, c'est que justement, les enfants osent vous poser des questions là sur ce sujet. Ça veut dire qu'il y a une culture de dialogue et de détente et de non-frigidité, oserais-je dire, qui fait que le gamin se dit pas, je peux pas parler de ça avec papa et maman, ils vont me regarder bizarrement, ils vont être choqués, etc. Moi, je suis reconnaissante de mes parents pour plein de trucs, mais un des trucs pour lesquels je suis particulièrement reconnaissante, c'est que je me suis jamais dit, non, je peux pas leur parler de ça, quoi. Ils vont soit me juger, je savais que tout était possible, que j'allais pas me faire canceller par mes parents si j'avais une question un peu bizarre, et donc je pouvais regarder, avoir une information un peu bizarre à l'école qui me mettait mal à l'aise par rapport à la sexualité et rentrer le soir et leur dire aujourd'hui j'ai vu un truc, j'ai trouvé ça bizarre, ça m'a fait du mal, etc. Je n'étais pas très à l'aise, je savais pas comment faire. Et pour moi, c'est vraiment un truc qui est hyper important. Votre gamin, il va voir de la pornographie à l'école primaire, voilà, c'est tout, c'est juste normal. Aujourd'hui, c'est 100% des gamins, des garçons en tout cas sûrs, des filles un peu moins, qui vont voir sur le téléphone d'un copain des vidéos pornographiques. Euh, c'est dramatique, mais c'est pas dramatique si quand il rentre le soir, il peut dire j'ai vu un truc bizarre sur le téléphone de machin, c'était bizarre, il regarde des trucs bizarres, machin et tout, et que vous pouvez avoir une conversation. Mais pour que le gamin rentre de l'école et puisse vous dire qu'il a été mal à l'aise en regardant une vidéo sur le téléphone de bidule, il faut qu'il y ait cette culture de dialogue dans la famille où il n'ait pas l'impression que les parents sont des gens tellement mal à l'aise avec le corps, tellement mal à l'aise avec toutes les choses qui ont un rapport avec le sexe au sens organe génital, organes génitaux de près ou de loin, qu'en fait, tu peux pas du tout parler de ça, quoi. Travail, parce que je peux imaginer si un enfant vient me voir et me dit pourquoi mon pénis il est tout dur, tu vois, et que je suis là, je suis un peu surpris par la question et ça va peut-être trigger en moi des tabous ou des trucs comme ça.
je pense qu'il faut le travailler en fait, d'apprendre en tant qu'adulte déjà à avoir des conversations sur la sexualité dans le couple, mais aussi même si on est célibataire, peut-être qu'on va être dans des situations où il y a des enfants qui vont nous poser des questions et on contribue aussi pour les enfants dans nos vies à avoir un discours sain, à faire tomber les tabous et aussi à les protéger, à donner des informations à la mesure de là où ils en sont. Mais ça se travaille, le fait de ne pas être bloqué ou même de dire, ben là, c'est ma pudeur qui m'empêche de te répondre, de le dire d'une manière qui renvoie à notre problème à nous et pas le problème avec la question ou à la curiosité de l'enfant, quoi. Ouais. Ouais. C'est hyper intéressant ça, c'est ma pudeur ou c'est moi, c'est hyper intéressant je trouve ce que tu dis le fait de le faire porter sur nous et que c'est pas la question forcément qui est problématique. Et après je dirais quand même une piste qui est aidante, mais un peu comme dans les exemples que tu as partagé Marion sur ta sœur et ton beau-frère, c'est d'être aussi très concret sur ce qui est physiologique quoi. Pourquoi des fois mon sexe il se durcit? Eh ben c'est parce qu'il y a des moments dans ton corps, il y a un afflux de sang et ça provoque ça. Et je pense que ça peut aussi nous aider à réaliser que c'est, enfin, à décompresser le sujet, quoi. Et que si le petit garçon, il vit ça, c'est pas tellement une question pour le coup de pensée sexuelle mais que c'est son corps. Et notre corps, il a Ouais. été créé pour fonctionner de telle et telle manière, quoi. Donc revisitons en tant qu'adulte notre éducation à la sexualité, à la physiologie et tout ça pour pouvoir apporter des vraies réponses que peut-être on nous a pas dit parce que nos parents savaient pas ou avaient trop de tabous à l'époque, pour apporter des vraies réponses aux enfants, pour arrêter le délire de la cigogne et du chou et des roses et de l'abeille et des fleurs, quoi. Pour dire que pour parler du corps, il y a un petit ouvrage pour enfants, je pense que c'est Dieu m'a donné un corps ou Dieu m'a créé un corps. Ça c'est une super référence pour parler du corps et pour parler aussi des limites peut-être qu'il y a à avoir vis-à-vis des autres adultes hein, pour protéger les enfants. C'est un super ouvrage, mais j'aimerais bien je suis désolée parce que je dis ça, mais je me souviens plus du titre exact. Voilà. Ouais, je l'ai. Si, je l'ai dans ma bibliothèque. Donc, on va mettre le lien dans la bio et je mettrai le lien dans la bio d'un compte Insta en anglais. On va mettre des liens dans la bio si vous êtes parents ou si vous êtes adulte avec des enfants dans vos vies. Renseignez-vous, détabouisez-vous, informez-vous. Question suivante. On y a déjà un peu répondu dans un épisode précédent, mais on va vraiment y répondre sous l'angle de la sexualité. Des outils pour discipliner nos pensées pour ne pas envisager que tel ou tel frère ou sœur peut être notre mari ou notre femme et imaginer à quoi ressemblerait le sexe avec eux ou avec elles. Moi, ma première réaction, ce serait de dire travaille sur la maladie, quoi. Travaille sur. Je veux dire, si vraiment on en est à un point de notre vie où en fait on a tellement envie de se marier et on brûle tellement de désirs sexuels qu'en fait on peut pas s'empêcher de se projeter sur quelqu'un avec qui on n'est pas en relation, parce que j'imagine que c'est pas son fiancé à qui elle parle, hein, mais quelqu'un avec qui on n'est pas en relation, de s'imaginer déjà non seulement marié avec lui, la cérémonie de mariage, mais même la relation sexuelle. Je pense c'est qu'il y a un désir. Alors je n'irai pas jusqu'à dire que le mariage est une idole ou le désir sexuel est une idole, mais si on en arrive à un moment où on peut même pas s'empêcher de penser à ça, c'est qu'à mon avis, parce qu'on pourrait trouver des trucs, hein, mets-toi une claque dès que ça t'arrive, ça va vite s'arrêter, hein, ça marche. Hein. Mais en vrai, moi je dirais plutôt Réflexe de Pavlov. réflexe de Pavlov, ça marche. Hein. Un gros coup dans tes couilles à chaque fois que tu verras, ça va vite s'arrêter. Mais en vrai, je ne crois pas du tout que le réflexe de Pavlov, c'est une vraie façon de régler ses problèmes. Je pense que plutôt travailler sur la raison pour laquelle ça prend une telle place dans ta vie et dans tes pensées et remettre ça devant Dieu pour qu'il transforme ton cœur, pour qu'il prenne lui en charge ton désir de te marier et ton désir d'avoir des relations sexuelles, plutôt que c'est comme tout truc qui t'obsède en fait. Si on en arrive à un niveau où en fait tu peux même plus avoir de relation avec les personnes sans tout de suite te projeter aussi loin, et ben c'est qu'il y a peut-être besoin de travailler ça avec Dieu et devant Dieu quoi. Après peut-être c'est hyper jugeant ce que je dis et dans ce cas je m'excuse parce que moi c'est quelque chose que j'ai pas connu, que j'ai pas vécu. Donc c'est aussi possible que je sois un peu dure et si je suis dure, pardonnez-moi et ne m'écoutez pas. Mais si ça vous parle, ce que je dis et que vous dites que vous auriez besoin peut-être de travailler le truc plus en profondeur, je vous encourage
à pas juste essayer de trouver des filtres que vous pouvez mettre comme sur votre ordinateur, mais de travailler vraiment la vision du couple et la vision de votre propre vie que vous avez, qui fait que vous n'êtes pas capable d'empêcher votre cerveau de partir en vrille quand il y a quelqu'un qui vous plaît, quoi. Moi, je rajoute, et je l'ai déjà dit dans un épisode où on a parlé de ça, c'était pas lié à la sexualité, mais on parlait de comment faire pour arrêter de se projeter en couple avec toutes les personnes que tu croises. Bah, je pense que ce que tu consommes en termes de films et de musique, ça va consommer. Donc peut-être essaye de faire un sevrage de musique et de films à caractère romantique slash sexuel slash voilà, essaye pendant 30 jours, tu te fais que des playlists avec qui ne parlent pas d'amour, mais que d'amitié et de Dieu et je sais pas quoi. Et regarde ce qui se passe quand tu regardes ta consommation de films et de séries. À quel point est-ce que ça parle de sexualité et de relations romantiques. Et ça peut prendre du temps pour détoxifier ton cerveau peut-être, mais je pense que ça peut vraiment être efficace. Non, j'allais juste dire que dans une certaine mesure, si on est célibataire, qu'on a l'envie de se marier, croiser quelqu'un et se dire ah tiens, est-ce que lui, il y aurait quelque chose à construire avec lui, je trouve ça normal et presque mignon de se dire tiens, une éventualité, c'est mieux que de jamais envisager aucune éventualité. Après, dans la question comme elle est formulée et se marier et avoir des relations avec en fait, j'ai l'impression que la personne devient presque, et je suis désolée de dire ça comme ça par rapport à la personne qui a posé la question, mais ça devient presque en fait un moyen, la personne. C'est pas tellement la personne qui m'intéresse, c'est ce que ça va me permettre d'obtenir d'avoir une relation avec cette personne-là. Et là, je pense que c'est important de faire un check entre les deux, quoi. Est-ce que, tiens, je m'intéresse à cette personne parce que cette personne, je la trouve intéressante. Tiens, j'ai envie de la connaître mieux, j'ai envie de savoir ce qu'elle pense sur ça, qu'on se découvre. Ou tiens, ah, est-ce que c'est peut-être la personne qui va me permettre d'accéder à ce que je veux? Et si est-ce que c'est la personne qui va me permettre d'accéder à ce que je veux? Alors là, on est très loin de l'amour et de l'amour au sens sacrificiel que Christ nous appelle à pratiquer envers nos frères et sœurs et dans le cadre du mariage. J'ajouterais aussi que ça, c'est de l'ordre du fantasme, le fait d'imaginer une situation. Et le fantasme, comme principe, c'est pour nous protéger de la réalité. Et je pense qu'il y a vraiment un besoin de se réconcilier avec la réalité, redécouvrir qu'est-ce que c'est qu'on peut être en sécurité dans une relation platonique quand il se passe rien. Parce qu'en fait, c'est beaucoup plus facile d'aller imaginer qu'il se passe des trucs avec une personne plutôt que d'aller dans la vraie vie confronté à la personne. Dans les fantasmes, on est toujours gagnant, on est toujours hyper fort, on est toujours hyper beau, on est toujours hyper sexy. Tout se passe hyper bien et tout. Dans la réalité, c'est pas le cas. Et donc, il y a cette question de questionner, en fait, aller dans la réalité, confronter l'autre, se confronter à l'autre dans la réalité. Ça peut nous aider aussi à couper le fantasme à la racine. Tester et approuver. Question suivante, donc. C'est une question difficile et on le reconnaît. L'homosexualité, qu'en pense la Bible et est-ce que ces interprétations peuvent encore être actuelles? Pour introduire cette question, je voudrais juste dire que dans cette série où on a beaucoup parlé de sexualité sur nos 2 centimes, on avait vraiment envie d'interviewer quelqu'un qui est homosexuel mais qui a choisi pour sa vie le chemin de l'abstinence et du célibat. Mais la personne à qui j'ai demandé n'a jamais répondu. Et donc, on aurait beaucoup aimé avoir la perspective de quelqu'un qui vit vraiment ce que c'est dans son corps et dans sa vie, le fait d'être attiré par une personne de même sexe. Parce que je pense que c'est intéressant d'avoir cette perspective-là. Mais on n'a pas eu l'occasion de trouver l'invité pour. Donc, on n'a pas fait parce que moi, je suis hétérosexuelle et donc, je me sens pas hyper à l'aise de parler d'homosexualité parce que c'est difficile pour moi d'imaginer ce que c'est vraiment de vivre ça. Mais on vous suggère une lecture, 2 lectures même. Est-ce que je peux te dire, en introduction des lectures, je peux juste te dire quelque chose. Et il y a la question, je ne me rappelle pas que c'était formulé comme ça, mais il y a la question des différentes interprétations. Juste te dire, il y a en effet 2 courants chrétiens par rapport à la façon dont on interprète les mentions de l'homosexualité dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament. Toute la question, c'est de savoir, toute la question, c'est de savoir quand l'homosexualité est interdite dans la Bible, notamment dans l'Ancien Testament. Est-ce que c'est l'homosexualité telle qu'elle est vécue aujourd'hui? Ça veut dire 2 personnes qui s'aiment, qui se choisissent et qui vont vivre une vie de couple consentant et voilà. Ou est-ce que c'est de l'homosexualité qui est en fait
de la violence et non consentie, ou avec ce qu'on connaissait à Rome premier siècle, une personne plus âgée, une personne plus jeune. Il me semble, moi, que ma conviction, c'est que l'homosexualité dont parle l'Ancien Testament, c'est en effet une homosexualité qui était religieuse. Ça veut dire que c'était dans le cadre de pratiques religieuses qu'il y avait de l'homosexualité. L'homosexualité telle qu'on la pratique aujourd'hui, c'était pas ce qui existait dans l'Ancien Testament. Pour autant, il me semble pas que ça annule le fait que dans la Bible, le plan de Dieu, c'est l'altérité dans le couple, donc mixité homme-femme. Et donc, peut-être pour aller un peu plus loin, si vous voulez, les 2 livres qu'on peut vous proposer, c'est le livre Dieu est-il homophobe de Samuel Albury et L'Église et l'attirance homosexuelle de Ed Shaw. Il y a tout dedans. Donc, lisez, discutez, parlez-en à quelqu'un après, dites en quoi vous n'êtes pas d'accord, révoltez-vous. Mais lisez vraiment ces livres. Et moi, je voulais juste dire que je trouve très chouette cette série, là, Nos 2 centimes podcast sur la sexualité. Parce qu'en fait, ça montre bien que la question de quelle sexualité je dois vivre, c'est pas une question pour les homosexuels. En fait, c'est la question de tous, hétérosexuels, en couple, pas en couple. Et qu'en fait, on est tous appelés, chacun à vivre une sexualité qui nous honore les uns les autres et qui honore Dieu. En tout cas, c'est ce que je crois, moi, en tant que chrétienne, et que c'est vraiment un sujet qui nous concerne tous et pas certains plus que d'autres, c'est tous entièrement. Ouais. Je trouve c'est beau de rappeler qu'en fait c'est un lieu de souffrance, la sexualité aussi. Et donc c'est pour ça qu'on peut en parler. Et même si vous êtes hétérosexuel, en fait, la même, trouvez-vous quelqu'un avec qui vous pouvez parler de vos galères, parce qu'on en est tous là. Pas sur les mêmes points, peut-être pas de la même manière, mais excellent. Bon, voilà, il y a suffisamment de ressources qui existent sur l'homosexualité dans l'Église, et des ressources heureuses et des ressources beaucoup plus malheureuses. Voilà, donc faites gaffe à ce que vous lisez. Il y a des trucs vraiment nazes qui circulent. Donc, dernière question, et c'est bien parce que je crois que ces épisodes ont été marqués par des vents de féminisme. La dernière question, est-elle écrite par quelqu'un qui a l'habitude de ces épisodes avec les expertes et qui voulait nous interroger sur le féminisme? Nous le saurons jamais. Des mouvements comme le féminisme affirment la liberté des corps, mon corps, mon choix, autant sur la pratique de la sexualité que sur l'avortement. Quels sont vos avis? Alors moi je commence. Je dirais que nous sommes sur un mouvement de balancier, et comme nous sommes dans un mouvement de balancier où en fait le corps des femmes ne leur appartenait pas, mais bizarrement par contre le corps des hommes appartenait aux hommes. Aujourd'hui, on est sur un autre mouvement où en gros on dit le corps des femmes appartient aux femmes et le corps des hommes appartient aux hommes. Ce qui n'a en fait pas vraiment de fondement biblique, puisque normalement nos corps ont été créés pour Dieu et on a été créés pour honorer Dieu. Et donc on doit se rappeler ça. Ça c'est la partie théorique. Qu'est-ce que ça veut dire en pratique que nous avons été créés pour Dieu et nos corps ont été créés pour Dieu? Je ne sais pas. Je te laisse répondre, Marjolaine, tu es théologienne. Oui, moi je trouve que c'est bien de commencer par dire que mon corps, mon choix, pour moi je trouve que c'est quand même une avancée, de rappeler que, alors moi je pense en tant que chrétienne que mon corps il appartient à Dieu, mais il appartient que à Dieu. Il appartient pas à la société, il appartient pas à ma famille, il appartient à mon mari dans la mesure où je me donne à lui en consentement et dans des zones, voilà. Et je trouve que le fait de rappeler que la femme est responsable de son corps et que c'est pas aux autres de dire ce qu'elle doit faire avec son corps, pour moi c'est hyper positif. Évidemment, en tant que chrétienne, moi je pense qu'il y a quelqu'un qui a son mot à dire, mais c'est Dieu. Et quelque part, c'est que Dieu. Moi, je dirais mon corps, mon Dieu, mon choix, tu vois, je rajouterais ça. Mais c'est que Dieu et c'est pas la société et c'est pas la famille, etc. Et je pense qu'en effet, c'est ce que tu disais, Sophie, dans un mouvement de balancier, c'est une avancée en fait, mon corps, mon choix. Ça fait frémir, ça fait crier parce qu'il y a des abus et on pourra en parler. Mais le premier truc qu'il faut dire, c'est que c'est quand même une avancée de reconnaître qu'en fait la femme a son mot à dire sur son choix et que c'est pas à son père ou son mari ou la société dans son ensemble ou le prêtre du village qui doit décider ce qu'elle fait de son corps, quoi. C'est elle qui décide en son âme et en conscience et avec Dieu si elle est chrétienne, quoi.
Oui, je vais pas rajouter grand-chose parce qu'en fait, ça correspond à ce que j'allais dire et en effet, on a un mouvement de balancier un peu comme ce qu'on a dit sur la cancel culture par rapport au qui est une réaction au manque de justice. En fait, là, on est aussi dans une réaction à des abus qui ont été des abus, quand même très prononcés, par rapport au corps de la femme. Après, je voudrais dire, parce que dans la question, il me semble que c'était évoqué la question de l'interruption de grossesse. Quand les gens s'opposent à l'interruption de grossesse, c'est parce qu'ils considèrent que ça atteint un corps qui n'est pas le corps de la femme, mais le corps de la personne en devenir. Donc là, c'est pour ça peut-être que même quelqu'un qui dirait mon corps, mon choix, ne serait pas forcément favorable à l'interruption de grossesse, parce qu'il dirait mon corps, mais ce corps aussi, en fait, c'est un autre corps. Mais voilà, c'est là aussi où le débat pourrait se situer sur cette question par rapport à l'interruption de grossesse, c'est que c'est pas c'est que ceux qui sont contre l'interruption de grossesse ne pensent pas que c'est que le corps de la femme, en fait. C'est pas juste, c'est un autre être humain en devenir. Mais sinon, je vais pas rajouter grand chose parce qu'en fait, je pense que je suis juste complètement d'accord avec ce qui vient d'être partagé. Et aussi le truc, je dirais, donc là, mouvement de balancier, on a dit, ok, mon corps, mon choix, c'est plutôt une bonne nouvelle à l'aune de l'histoire. Mais pour moi, la mauvaise nouvelle, c'est quand c'est mon corps, mon choix, peu importe les conséquences. Je fais ce que je veux avec mon corps et on s'en fout des conséquences, et pour moi et pour les autres. Donc, je peux vivre une sexualité débridée et tu n'as pas le droit de me dire qu'en fait, à long terme, ça va me faire du mal. Je fais ce que je veux, en fait. Je peux et je peux faire ce que je veux médicalement avec mon corps. Je peux alors évidemment avorter, mais je peux aussi me couper un bras si je veux. Je peux me rajouter un troisième sein si j'en ai envie, parce qu'en fait c'est mon choix. Moi, je pense qu'il y a la question. Mon corps, mon choix, ça devrait pas être mon corps, mon choix, quelles en soient les conséquences, YOLO, what the fuck, machin, machin. En fait, non, quoi. On vit dans un monde avec des gens autour. Notre corps, il va changer, il y a des conséquences avec ce qu'on fait, et que c'est bien d'être maître chacun de ce qu'on fait, mais il faut qu'on soit maître en comprenant aussi les conséquences. Et pour la question d'avortement, il y a ce que disait Marjolaine, qu'en fait, ceux qui défendent ceux qui défendent, je sais pas, il s'appelle droit à la vie, même si je trouve que c'est un peu abusé ce nom-là, mais pour les personnes qui sont contre l'avortement, il y a vraiment l'idée que justement, c'est pas que ton corps en fait, c'est déjà le corps de quelqu'un d'autre qu'il faut respecter. Et juste pour rebondir, une anecdote par rapport à ce que tu dis et sur aussi peut-être, enfin, ça vaudrait le coup de réfléchir à partir de quand on est en mesure de décider ce qu'on fait sur notre corps. Parce que je me suis souvenue, ce matin, on parlait avec une maman qui doit emmener son gamin chez l'orthodontiste et ça, et je me suis souvenue, je me suis revue à l'âge adolescente. Moi, j'avais pas envie de porter des appareils, j'avais pas envie qu'on s'occupe de me redresser les dents, et j'ai fait la vie à ma mère parce qu'elle m'emmenait chez l'orthodontiste en disant c'est mes dents, je devrais avoir le droit de choisir. Et pour eux, c'était important de me proposer de le faire. Et en fait, je suis hyper contente qu'il m'ait conduit à faire ça, parce qu'en plus, en l'occurrence, j'avais vraiment des dents qui allaient dans tous les sens. C'est juste que j'avais pas envie de me taper la honte d'avoir un appareil dentaire. Et que en plus, c'est quelque chose à faire, entre parenthèses, quand on est jeune, parce qu'après, c'est plus remboursé. Donc voilà, pour info. Et j'étais pas capable, en tout cas à ce moment-là, de voir, et je serais pas morte si j'avais gardé mes dents toutes tordues, mais j'étais pas en mesure de voir ce qui était bon pour moi parce que j'étais juste une ado qui voulait pas se taper la honte au collège avec des bagues. Et on n'est pas toujours en mesure, quand on grandit, de savoir ce qui est bon ou pas pour notre corps. Et, euh, et, euh, et moi, je suis de ceux qui changent leur enfant, même s'il n'a pas envie parfois, parce que j'ai envie qu'il soit bien dans sa couche propre. Et je sais que maintenant, il y a tout un courant qui nous invite à demander l'autorisation à notre enfant de lui changer sa couche. Et j'entends l'idée de prévenir l'enfant, lui expliquer ce qu'on va faire, lui expliquer pourquoi le faire. Mais il y a jusqu'à un certain moment, nos enfants sont aussi... le corps de nos enfants, j'ai envie de dire, sont sous notre responsabilité, il me semble. Ça, c'est hyper intéressant parce que mon corps, mon choix part du principe que nos choix sont forcément éclairés. Et en fait, c'est un héritage des Lumières, quoi. Le choix que je vais faire avec mon corps, c'est forcément le bon, puisque c'est mon choix. Mais en fait, non, dans la vie, on passe notre temps à faire des choix de merde tout le temps. Et les gens le savent, quoi. Et du coup, te dire, bah, mon corps, mon choix, mais je veux que mon choix soit éclairé par quelque chose d'extérieur à moi qui est la vérité et tout. Et c'est là où, moi, pour moi, le fait d'être chrétienne, ça a beaucoup de sens. C'est que c'est mon corps, mon choix, mais avec quand même le regard de Dieu sur mon corps, qui, je pense, est plus éclairé, bien plus éclairé que le mien. Et donc, ça me permet
en vrai de prendre des décisions qui sont pas juste les décisions du poisson dans le bocal, mais qui sont les décisions de la personne qui voit le truc d'ensemble et qui peut voir justement, oui, pour l'instant, ça te saoule d'avoir un appareil dentaire, mais je te promets qu'à 30 ans, tu seras contente de l'avoir. Parce que moi, j'étais dans la team qui a fait la guerre à mes parents et mes parents qui ont, qui ont abandonné le projet. Du coup, maintenant, j'ai des dents défoncées et j'ai pas l'argent pour les faire refaire. Voilà. Donc, je trouve que le fait de se dire, en fait, tous nos choix sont pas éclairés, quoi. Et on a besoin des fois d'une tierce personne. Alors, quand on est chrétien, ça va être Dieu. Quand vous êtes un couple, et moi, je crois vraiment pour l'avortement notamment, quand vous êtes un couple, ça va être le couple, à mon avis, sauf si le gars décide de vous laisser dans votre merde et qu'il se dit, je veux rien avoir à faire avec toi. Mais si vous êtes deux, moi, ça me paraît logique de prendre la décision à deux. Bref, tout ça pour dire que je pense qu'on a besoin des autres quand même et que juste penser que si on décide seul, c'est forcément la bonne décision. Il me semble que toute l'expérience humaine montre que ça, c'est un mensonge, quoi. Par contre, ce qui est vrai, c'est qu'il y a des choses, en tant que femme, c'est mon corps, mon choix, parce que la responsabilité de la personne qui va subir le plus de conséquences aurait normalement une voix un peu plus importante, même dans les pratiques sexuelles, dans le choix de l'abstinence, tout ça. On peut pas choisir l'abstinence pour quelqu'un d'autre parce que c'est la personne qui va devoir assumer que des fois l'abstinence c'est difficile. C'est la femme qui va choisir de porter la vie, qui va assumer le fait que la grossesse c'est pas une partie de plaisir et tout ça. Et donc c'est important aussi. On peut pas nier que la personne qui va assumer les conséquences le plus a une voix plus importante. Ouais, je suis d'accord, tout à fait. Mais ce qu'on dit, c'est aussi intéressant parce que quand on dit mon corps, mon choix, en fait, on pense notre corps comme un truc un peu isolé. Et en fait, même quand on fait des choix par rapport à notre corps, alors ça peut être par exemple l'interruption de grossesse ou d'autres choix, en fait, ça ne concerne pas que notre corps, ça concerne aussi toute notre personne, toute notre tout ce qui vit en nous, quoi. Et c'est pas notre corps, c'est pas juste une sorte de machine où on décide quel réglage on fait, ce qu'on y met, ce qu'on n'y met pas. C'est un élément de notre personne entière. Et je pense qu'il faut pas oublier ça aussi dans les choix qu'on fait. Parce que les choix qu'on fait par rapport à notre corps ont aussi un impact sur notre état émotionnel, etc., notre état psychologique. Et à l'inverse, notre état psychologique a aussi de l'impact sur ce qu'on fait sur notre corps. Donc, je pense que c'est aussi important de garder en tête qu'on peut pas se découper non plus complètement. Et que les choses ont un impact les unes sur les autres, positif ou négatif. Il peut être positif aussi. Ouais. Trop bien, trop vrai. Ok, ça mériterait juste un épisode à lui-même aussi, ce sujet, mais on va s'arrêter là. Nous sommes arrivés à l'issue de toutes les questions, mesdames. Croyez-le. C'était intense, comme d'habitude. Merci beaucoup, mesdames. Vous êtes vraiment des expertes. Mesdames, merci. Non, merci Sophie, en tout cas. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. On vous encourage encore une fois à partager l'épisode, à aller écouter les anciens épisodes et à nous suivre sur Instagram pour découvrir quand et comment débarque la nouvelle saison en 2024. On vous souhaite une bonne journée, une bonne semaine, une bonne vie, en attendant de vous retrouver prochainement. Prenez soin de vous.